David Assouline, bonjour. On va parler du congrès socialiste qui va se tenir à la rentrée à Toulouse. On va parler de la situation sociale, économique, mais on va commencer, si vous voulez bien, par le 14 juillet et la grande interview du président de la République. Ma question est simple. Comment vous avez trouvé le président de la République hier à sa première grande interview depuis son élection? Tout d'abord, très à l'aise, dégageant beaucoup de tranquillité, et ça fait du bien aux Français. Ils apprécient, en tous les cas, ceux qui m'en parlent dans la rue, dans mon quartier. Ce sont souvent les premiers mots qu'ils disent. Il y a une espèce d'apaisement de la vie politique et de la parole de l'État qui est reconnu, et ça s'est manifesté hier. Pourtant, les sujets étaient durs, étaient parfois dramatiques, comme les licenciements à PSA qui sont arrivés comme un coup de tonnerre, parce que des fois, c'est une décision de conseil d'administration, d'une direction. On voit un chiffre dans la presse, 8000 licenciements, on s'est habitué. Mais c'est à côté, là, de Paris, c'est 8000 foyers où il n'y a aucune perspective. En plus, qu'on connaît la situation de l'emploi en Seine-Saint-Denis, on a compris, c'est toutes les sous-traitances à côté, donc en cascade certainement encore d'autres milliers d'emplois, où il n'y a plus de perspective. Voilà, on leur dit c'est fini. Et quand on sait qu'à PSA, malgré les mauvais résultats de ces derniers temps, plus ou moins masqués ou plus ou moins cachés par la direction, on a distribué des millions de dividendes aux actionnaires, on se dit mais dans quel monde on est? Il faut remettre ce type de management à l'endroit, et considérer qu'aujourd'hui on ne peut pas faire les choses comme ça, et qu'il y a des vies humaines derrière. On va parler des licenciements à PSA. Le président de la République n'a pas parlé de rigueur, mais d'efforts justes. Mais il n'y a rien sur les économies, il n'y avait rien sur les impôts. Est-ce que tout ça est reporté à la rentrée ? Non, il y avait, mais en même temps, les mesures précises vont être contenues dans la loi de finances pour ce qui est des réformes un peu structurelles de 2013, qu'on va commencer à discuter à l'automne. Et on sait que dans une telle situation, les choix, les annonces doivent être faits une fois qu'on a arbitré, qu'on a consulté, parce que si le président disait des choses avant même que la concertation ait lieu, puisqu'elle a été lancée avec ça, même comme piste de travail, ça prendrait une telle ampleur. Donc il faut maîtriser la façon dont on construit les choses. Et là, nous sommes sur une loi rectificative budgétaire pour préparer la rentrée, pour prendre en compte les efforts qu'il y a à faire pour les objectifs de fin d'année, puisque ce qui était annoncé comme croissance par la droite ne s'est pas avéré juste. La situation est beaucoup plus dure de l'endettement, et comme il faut remplir les objectifs européens, il y avait une loi rectificative à faire. Donc ça, les annonces ont été faites de façon très concrète par le gouvernement, par Jean-Marc Ayrault. Et puis pour le reste, il a dit les choses. Il y a une ligne de conduite, et il a défendu des choses dans la campagne présidentielle. Bien sûr qu'il faut aussi des recettes, mais il ne s'attaquera pas aux couches populaires et aux classes moyennes. Il l'a dit longuement et de façon précise. Il n'y aura pas de punition pour ceux qui ont déjà beaucoup donné et qui sont au taquet avec leur pouvoir d'achat. Et donc, il y a ceux qui ont bénéficié de la politique de Nicolas Sarkozy de façon outrancière, les plus riches, les plus grosses entreprises, y compris là sur les entreprises, toujours la justice. Les PME seront encouragées par la fiscalité, par la possibilité de crédit bancaire, par les mesures qu'on l'on prendra, parce que là, il y a de la fragilité, et en même temps, 80% de l'emploi en France, ce sont les PME aujourd'hui. Et puis, le capital et les grosses entreprises qui étaient moins taxées, notamment par rapport au travail, devront participer à l'effort. Tout le monde devra faire un effort, tout le monde. C'est le pays, là, est en très grande difficulté, mais il y aura de la justice dans cet effort, de la proportionnalité en fonction des moyens des uns et des autres. Alors, Jonathan. Des moyens, il en faut. Il y a 33 milliards d'euros à trouver pour 2013, a dit le chef de l'État. Nous allons les trouver. Il pense à beaucoup de choses. Et une hausse de la CSG, notamment, est une des pistes envisagées parmi d'autres, a dit François Hollande. Pourquoi ne pas toucher à la TVA du tout ?
Bien, parce que justement, c'est cette ligne-là, après beaucoup de débats qui ont eu lieu, on considère que la TVA est l'impôt entre guillemets le plus injuste, puisqu'il touche avant tout la grande majorité de la population qui consomme et qui aujourd'hui a des grandes difficultés de pouvoir d'achat. Et en proportion, moins ceux qui ont le plus. Donc, quand on sait que c'est 11 milliards la décision qu'avait pris Nicolas Sarkozy, qui devait s'appliquer au 1er octobre, heureusement François Hollande et le gouvernement l'a abrogé, c'était 11 milliards de ponctionnés sur ce pouvoir d'achat. Or, c'est toute une logique. On pense qu'au contraire, pour qu'il y ait de la relance et qu'il y ait de la croissance, il faut que le pouvoir d'achat soit préservé, soit renforcé. Alors, il n'a pas dit on va faire la CSG, il a dit qu'il y a plusieurs possibilités. La CSG peut être envisagée dans le cadre de la négociation, en particulier pour établir les comptes sociaux, pour financer la protection sociale. Et puis, il a dit qu'il faut élargir l'assiette et notamment regarder comment les ponctions ne se font pas seulement sur les salaires, mais aussi sur le capital et sur les machines, Enfin bon, j'imagine, même s'il n'a pas prononcé ces mots, qu'on est en train de réfléchir comme ça. Mais vous savez, quand on arrête le bouclier fiscal, quand on rétablit quelque chose de plus équitable sur l'impôt sur les grandes fortunes, quand on crée une tranche à 45%, quand on crée une tranche à 75% pour ceux qui gagnent plus d'1 million par an, sur ce qu'il y a en plus après le million, il faut le préciser, eh bien, on fait de la justice, on ne met pas sur la paille ces gens-là, puisqu'ils ont encore largement de quoi vivre, prospérer, même investir et continuer à exprimer leur talent quand c'est le cas. Mais en même temps, on va là, en termes de recettes, on va chercher là où il y a des marges de manœuvre, en évitant de toucher ce qui casse aussi la croissance. Quand on sait le pouvoir d'achat des classes moyennes, aujourd'hui c'est juste, c'est juste, et on le voit partout. Les couches populaires, maintenant, c'est assez classique, on parle de travailleurs pauvres. Ça n'existait pas, un travailleur, il vivait modestement, mais il vivait. Aujourd'hui, beaucoup de travailleurs salariés qui ont toujours bossé, le 15 du mois, ils ne savent plus comment ils vont payer des factures, comment ils vont même continuer à mettre dans l'assiette de leur gosse quelque chose de convenable. Mais le alors soir. Justement, dans ce contexte, David Assouline, dans ce contexte d'économie, de rigueur, même si on ne le dit pas, et d'économie même, au niveau et au plus haut, au niveau de l'État, il y a ce refus d'inscrire la règle d'or dans la Constitution, alors que dans les faits, tout mène à croire qu'elle y serait déjà même. Pourquoi refuser absolument ? Mais parce qu'il faut arrêter les gadgets. Pourquoi dans la Constitution ? Ça veut dire quoi ? D'inscrire dans le marbre quelque chose qui a toujours été un outil, la fiscalité, l'endettement possible par moment, de souveraineté nationale et de possibilité de gouvernement de jouer, y compris avec tout cela, pour piloter l'économie. Et donc, il y avait ce gadget parce que c'était un bon coup politique en disant ils ne veulent pas la règle d'or, ils ne veulent pas de la maîtrise des dépenses. Mais les Français ont tranché. Franchement, qui peut croire aujourd'hui que Hollande est indifférent à l'endettement ? Qui peut croire que ceux qui donnent les leçons aujourd'hui et qui ont accru en 5 ans de moitié la dette qui est déjà gigantesque de la France, c'est 600 milliards de plus en 5 ans sous Nicolas Sarkozy. Ils ne peuvent pas donner des leçons de gestion. Par contre, il a dit les choses très précisément, le président. Dans la conjoncture actuelle, il y a des règles nécessaires de réduction de l'endettement et de maîtrise des dépenses publiques au niveau européen. Des objectifs ont été pris, ils seront tenus. Et pour pouvoir les tenir aussi, une loi organique, dans cette conjoncture est nécessaire. C'est ce que vous appelez la règle d'or, mais pas dans le marbre de la Constitution, qui est sur les principes, et ça c'est pas un principe immuable et en soi. Voilà, donc, et d'ailleurs ça satisfait nos partenaires européens, tous, il y en a qui l'ont mis dans leur Constitution. Eh bien, l'engagement de François Hollande, c'était de le mettre dans une loi organique, et ce sera fait. Alors, il y a une offensive sur un dossier, c'est celui de Peugeot. Le président de la République a dit que le plan devait être renégocié. Quels sont les moyens de pression de l'État sur ce dossier ?
Vous savez, nous sommes dans une économie de libre marché et donc, on peut dire l'État ne peut pas. Non, non, on peut, parce que ce que l'on ne sait pas, et c'est ça aussi le scandale de la situation, c'est que l'État soutient la filière automobile et a soutenu PSA de façon très importante. C'est par milliards. Il y a les crédits impôts recherche, il y a la formation professionnelle, il y a tout un tas de domaines où l'industrie automobile, et en particulier PSA, a eu besoin de l'État. Il y a des aides publiques de toutes sortes. Bien, c'est le moyen de pression. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de le mettre sur la table. Il y a un moment donné, ils savent avec qui ils parlent quand ils parlent à l'État. Hein. C'est touché au portefeuille. Ben, c'est touché au portefeuille, je viens de vous dire, c'est moins, Oui. c'est un peu plus complet que cette expression, mais c'est ça le moyen de pression. Il n'y a pas de moyen de pression institutionnel sur des entreprises ou réglementaire. Il pourra, à travers ce que nous proposera Arnaud Montebourg pour limiter des licenciements boursiers, etc. Là, c'est pas le cas. Là, c'est une situation de l'entreprise qui est dramatique en termes de chiffres. Mais pourquoi avec un tel soutien, hein, parce que l'État a continué, sous Nicolas Sarkozy a aidé, donc l'État n'a pas laissé tomber cette filière, ni PSA, mais pourquoi de telles erreurs ont été faites sur les stratégies économiques, les stratégies technologiques, les produits qu'ils ont mis sur le marché ne correspondaient pas, la façon de faire, et à ce moment-là, alors ils savaient qu'ils étaient dans le rouge, ils distribuaient des dividendes. Il faut qu'il y ait un autre plan. Ce plan est inacceptable, c'est ce qu'a dit le chef de l'État, et je pense qu'il l'a dit de façon suffisamment affirmée pour que les deux principes qu'il a donnés soient reconsidérés dans un plan. Il faut le maintien d'un site industriel à Aulnay, le maintien d'un site industriel à Rennes, et aucun licenciement sec, c'est-à-dire sans proposition de reconversion, etc. Bon. Donc, à partir de ces deux principes, je pense qu'il peut y avoir un plan qui soit moins brutal et moins dur pour les familles. Alors, David Assouline, on va parler du Congrès socialiste qui va se tenir cet automne, et vous êtes en première ligne puisque vous êtes porte-parole du parti. Combien de temps va durer le suspense autour de Martine Aubry? Elle va rester, elle va partir? Écoutez, c'est une décision qui lui appartient complètement. Je crois qu'elle a dit quelque chose et elle s'y tient d'une certaine façon, puisqu'elle a dit que son souhait était de quitter cette fonction en octobre, mais sans mettre en péril tout ce qui avait été acquis et comment acquis, parce que c'est pas n'importe quel mandat de premier secrétaire que de réussir à gagner toutes les élections intermédiaires locales, de gagner la présidentielle et la législative. Voilà, le bilan est très bon. Ça a été possible parce que il y a eu du rassemblement, il y a eu de l'unité, même avec des procédures nouvelles que certains nous prédisaient comme étant destructrices, la primaire. Au contraire, ça a permis de sortir par le haut d'une concurrence entre différents candidats potentiels. Il y a eu donc ce rassemblement et il y a eu des efforts de rénovation très importants, puisque non seulement les fédérations, les endroits où les choses n'étaient pas claires ou fonctionnaient pas normalement, il y a eu de façon volontariste des mesures prises. Il y a eu, et cette primaire, il y a eu la parité qui a avancé, qui a fait un bond énorme. Quand vous voyez ce qu'on a réussi à faire élire au scrutin uninominal à 2 tours dans ces élections, non seulement femmes et diversité de la société, ce qu'on n'osait peu, à part sur les listes proportionnelles, on a donné l'exemple. Donc je crois que là, il y a un bon bilan. Donc ce qu'elle dit, en gros, c'est que Enfin, reconnaissez que le Parti socialiste ne peut pas avoir de grands projets tant qu'il y a une incertitude sur le problème de savoir si... Non, je pense que c'est une question d'équipe dans cette phase. Vous savez, aujourd'hui, l'essentiel, c'est de faire que le gouvernement et François Hollande réussissent, parce que c'est un enjeu majeur pour, y compris, la crédibilité du Parti socialiste. Il n'y a pas d'un côté le parti et de l'autre la France, d'une certaine façon.
Donc là, il faut un parti qui soutienne, qui aide, qui soit un relais, mais qui fasse aussi remonter ce qui continue à se passer dans la société. C'est aussi ça que l'on a fait. On a été à l'écoute, on a su cerner ce qu'attendaient les Français. Il faut continuer à pouvoir faire ça. Donc le lien avec les intellectuels continue à avoir de nouvelles idées, parce que on est dans un monde où les choses vont très vite. On se fait élire pour 5 ans, mais au bout de 2 ans, il peut y avoir des nouveaux sujets qui n'étaient pas prévus dans le programme, qui n'étaient pas prévus. Bon, il faut être capable de capter ça et de donner des réponses. Il faut continuer à être un exemple de rénovation de la vie démocratique. Et elle dit en gros, si je considère que les choses sont permises au Congrès en termes d'équipe, en termes de leadership, en termes d'état d'esprit, en termes de volonté, eh bien, voilà, je partirai. C'est ça qu'elle a dit. Mais Alors, si François... c'est pas le cas, je sais pas, mais en tous les cas, elle dit, moi... Je ne sais pas, ça veut dire, si c'est pas le cas, si elle décide si elle décide de rester, est-ce qu'il y aura d'autres candidats qui peuvent s'exprimer, enfin se présenter contre elle? Il peut toujours y avoir. C'est un parti démocratique, le Parti socialiste, donc il y a des règles et tout le monde peut se présenter. Là, la nouvelle règle, c'est qu'il faut être à la tête d'une motion. Qu'on présente devant l'ensemble il n'y a pas une élection uniquement sur le nom. Hein. Le premier signataire d'une motion soumise au vote des militants, c'est-à-dire d'une autre orientation, est forcément le candidat. Donc c'est possible qu'il y ait de telles choses parce que la démocratie le permet, mais je vous dis aujourd'hui, la démarche entreprise de rassemblement initié par Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault, correspond à l'état d'esprit des cadres et de ce parti qui, en octobre, se voit entièrement tourné vers le soutien et la réussite du gouvernement et non pas étaler, même s'il y a toujours des petites divergences, des choses secondaires, puisque nous avons voté à l'unanimité le projet qu'a défendu François Hollande et les 60 propositions de François Hollande. Il y a une unanimité pour soutenir ce gouvernement. Vous voyez que dans le gouvernement, il y a tout le monde, de Benoît Hamon à Manuel Valls. Et donc, faire que dans un débat qui se manifestera par le Congrès en octobre, d'autres choses prennent le pas, n'est pas souhaitable. On sera en train de faire le budget de la France, ce premier grand budget avec les réformes structurelles. Et il faut que ce Congrès montre que l'ensemble des socialistes sont au travail pour les Français et non pas pour autre chose. Alors précisément, François Hollande a dit dans son interview hier qu'il ne s'occupait pas de cela. Quelle que soit la décision, ce sera la bonne décision. C'est un encouragement à Martine Aubry? Je ne pense pas qu'il y a encouragement ou pas. Il y a quelque chose qu'il a affirmé. Moi, président, je ne m'occuperai pas des affaires du parti. Et donc, il le réaffirme en disant qu'une certaine confiance qu'il a dans le travail qu'a accompli Martine Aubry, puisqu'il dit que ça sera le mieux, la décision qu'elle prendra. Mais je pense qu'aujourd'hui, je comprends que les uns et les autres se demandent qui va être le premier ou la première secrétaire. Mais la réalité, c'est que s'il y a une ligne commune, une volonté commune et une équipe qui demain sera amené à... On veut le changement dans la durée. Et donc, voilà, il va falloir former, dégager des nouvelles équipes pour demain. C'est la volonté de Martine Aubry. Après, c'est elle qui va dire si elle considère qu'il faut rester ou pas. Mais ce que vous savez, vous et moi, et j'en sais pas plus, c'est qu'elle avait dit que si, au moment du Congrès, les volontés étaient communes, le rassemblement était là, la rénovation continuait, une équipe consensuelle aux manettes pour continuer, eh bien, c'était pas son souhait de poursuivre. On verra. Et je n'ai absolument pas d'autres informations. C'est vraiment une décision personnelle sur son avenir, sur ce qu'elle veut faire. Et je pense qu'elle veut peut-être aussi voir si ça se passe et aussi réfléchir avant le moment. L'émotion, avec donc les premiers signataires, c'est pour ce qu'on appelle notre Conseil national de synthèse qui aura lieu à la mi-septembre. Voilà, là maintenant tout le monde va partir en vacances bientôt. C'est pas une grande attente, mais ça donne en même temps le temps de la réflexion aux uns aux autres.
Alors, le président de la République va assister à la cérémonie du Veldiv cette année. Ce sera dimanche prochain. Nous diffuserons d'ailleurs son discours à cette cérémonie. Ce sera le dernier de nos grands entretiens, si j'ose dire. David Assouline, les agressions antisémites se sont multipliées depuis quelque temps, avec les retombées de l'affaire Mera, dont on va parler dans un instant. La présence du président de la République à cette cérémonie du Veldiv, c'est à mettre en rapport avec ce regain d'actes antisémites ? Oui, forcément, mais en même temps, c'est l'acte d'un président de la République. C'est la première fois que cette cérémonie a lieu depuis qu'il est élu, et c'est normal pour ce moment et de communion et de vigilance qu'au plus haut sommet de l'État, on vienne dire les choses et affirmer l'engagement de l'État dans la lutte contre l'antisémitisme. Donc, avec ce regain, ça prend un autre relief, parce que paradoxalement, l'atrocité des actes commis par Mohamed Merah aurait pu refroidir un peu beaucoup de monde et se dire attention. Et on voit que la façon dont les choses ont peut-être été racontées, médiatisées, en tous les cas l'impact que ça a eu pour certains, c'est au contraire de se libérer d'un certain et de faire encore plus d'agressions antisémites, d'injures, etc., qui se répètent partout. Et je crois qu'il faut définitivement que les républicains comprennent qu'il n'y a aucune complaisance, aucune explication, aucune justification, aucun alibi à ces actes antisémites, même quand ils sont proférés par des jeunes déshérités dans des quartiers populaires. Il faut une très grande fermeté et le travail pédagogique. La sanction doit être là, l'État doit être là. Manuel Valls est clair là-dessus, il a plus qu'affirmer et montrer qu'il est déterminé là-dessus. Mais je crois qu'il faut que les intellectuels, la classe politique, comprennent qu'elle a un rôle pédagogique à avoir sur cette question, en parler, expliquer, dire le danger. Ça doit être à tous les niveaux de ceux qui ont la parole, parce que il y a un vrai phénomène diffus, latent, qui s'exprime par moments et qui doit être combattu de façon très 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 unanime par, je le dis, d'abord les forces politiques républicaines. Et le rôle des médias, puisque on a vu que TF1, la semaine dernière, il y a tout juste une semaine, avait diffusé précisément des enregistrements entre Mohamed Merah et la police. Ça vous a choqué, cette diffusion ? Oui, c'est-à-dire, moi, il y a un débat qui a eu lieu, parce que vous savez que je suis très attaché, notamment dans mon travail parlementaire, à la liberté de la presse, au secret des sources, etc. Et donc, TF1 s'est défendu un peu là-dessus. Non, c'est pas la liberté de la presse qui est en cause. C'est le fait de choisir de diffuser ces documents à ce moment-là, avant même qu'il y ait eu un procès où l'ensemble des éléments sont mis à l'appréciation publique, y compris les familles qui ont des choses à dire et qui permettent que le citoyen ait un jugement équilibré sur les protagonistes, sur la personnalité de Mohamed Merah, qui ne peut pas se réduire à une voix avec un accent méridional et une certaine intelligence comme ça apparente. Et donc, je pense que les précautions aussi n'ont pas été prises pour les victimes. Médias. Oui, par TF1. Il y a des précautions qui par respect pour les familles qui ont dû être bouleversées, choquées. Donc moi j'ai surtout pensé à ça. J'avais dit à ce moment-là, la liberté de l'information n'exonère pas de la réflexion sur ce que l'on diffuse, quand, comment, avec quel impact, et notamment en rapport, je le répète, le moment du procès est attendu par les familles, parce que c'est le moment où ils veulent comprendre les choses. Ils sont dans une douleur terrible, et là c'est une partie de la compréhension qui est forcément tronquée et qui forcément les a heurtés. Donc j'ai ce sentiment très partagé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, David Assouline, pour éviter ça ? Je veux dire, ce que redoutaient les familles, c'est-à-dire de voir ces images, les familles des victimes, bon, là, il n'y a pas eu d'image.
Non, il n'y a pas eu d'image. Et Enfin bon, il y a eu oui, il y a le pas eu son, d'image. le document. Oui. Mais enfin, on peut, ça va venir. Ce que ni les politiques, ni le CSA, ni la déontologie propre des journalistes n'ont pu éviter ça. Alors, comment il faut faire? Ah non, je ne baisse pas les bras. Et il y a eu un débat public et la déontologie a été là. Il faut que des grands médias, notamment comme TF1, puissent agir d'une autre façon. Mais je sais que c'est un débat parce que eux disent qu'ils ont eu qu'ils ont étudié les documents, ce qu'ils ont sorti sur 4 heures. C'était pour qu'il y ait le moins d'impact négatif à leur diffusion ou qui pouvait prêter le moins à confusion sur la personnalité de l'auteur, etc. Bon, donc ils se défendent. Moi, je pense qu'il faut aussi comprendre quand un tel document sort, qui l'a fait sortir et dans quel intérêt, parce que les manipulations, ça existe. Donc tout ça reste des interrogations, ce qui est la preuve que ce document, indépendamment de ce qu'il dit, et forcément il y a de l'information qui a été diffusée, c'est quelque chose qui a plus semé le trouble que fait avancer la compréhension du drame, et parce que la compréhension du drame doit nous amener à réfléchir sur tout ce que l'on fait pas assez pour empêcher que de tels actes ignobles, qui ne sont pas seulement des actes antisémites, mais qui ont été clairement des actes antisémites en ce qui concerne le massacre à l'école, soient rendus impossibles, et par nos services, qui sont chargés de les rendre impossibles de façon opérationnelle, mais plus largement dans la société, parce qu'on a vu que est possible, il y a quelques semaines, que dans un train à Toulouse, un jeune juif se fasse au même endroit, quoi, dans la même région. Donc il faut réagir, et je le dis avec fermeté dans la répression, et grande pédagogie, grande offensive et conviction, pour dire halte là, l'antisémitisme, ce n'est pas possible, même quand il s'abrite derrière d'autres masques. Et nous savons comment un certain nombre d'organisations islamistes, intégristes, je dis bien, travaillent en sous-main pour banaliser dans une certaine partie de la population cette haine du juif. Je voudrais vous faire réagir sur une autre image, David Assouline, celle qui a été diffusée hier soir au concert de Madonna. Je ne sais pas si vous étiez au Stade de France, mais non, lors de cette grande tournée... J'étais au grand spectacle pyrotechnique du 14 juillet organisé par la ville de Paris au Trocadéro. Il y avait, je sais pas, des centaines de milliers de personnes. Lors de ce concert qu'elle produit à travers le monde, il y a un fond de scène qui est un mur géant d'écran sur lequel sont diffusées différentes images, et notamment des visages qui passent en boucle et qui sont recoupés. Et il y a notamment celui de Marine Le Pen, affublée d'une croix gammée, qui passe comme ça de façon quasi subliminale entre différentes sortes de visages, dont le visage d'Hitler et d'autres. Quel est votre sentiment? Vous êtes choqué par cette utilisation à nouveau, enfin dans un autre domaine de l'image aussi? Là, on est dans toute le domaine... proportion, enfin ça n'a aucun rapport avec ce qu'on disait. Oui, c'est pas la même chose qu'un document d'information produit par des journalistes. Oui, mais ça, là, on est dans le domaine des artistes. Et on reste dans le domaine artistique. Oui, bien entendu, bien entendu. Quand il y a le choix par Madonna, j'ai pas participé à sa réflexion de schématiser les choses ou de les montrer dans un spectacle. Ça ne me fait pas avoir les mêmes réflexions que quand c'est un média avec des journalistes et une déontologie, etc. Mais globalement, si vous m'interrogez sur Marine Le Pen, ce que je pense, c'est que il ne faut pas marcher dans l'idée que le Front National a changé de nature. C'est une femme plus jeune que son père, elle est moins marquée par les marqueurs de l'extrême droite de la période précédente, notamment cette obsession par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, etc. Elle est très habile, mais nous savons que ce type de parti et d'idéologie qui existait dans les années 30 et qui avait pignon sur rue, qui avait même des journaux qui étaient ceux qui se vendaient le plus, comme Gringoire, etc., ont toujours visé l'étranger, l'autre. Et quand on vise l'autre, on sait qui, depuis des siècles, voire des millénaires, est au bout
du collimateur, c'est souvent les Juifs peuvent se considérer en danger. Donc elle n'est pas là-dedans, mais par ses thèses, par ses valeurs, je pense que il y a quelque chose qu'il faut combattre, auquel il faut faire face, de xénophobe, et quelque chose contre lequel il faut avoir une vigilance accrue et ne pas baisser les bras ou se dire c'est plus le problème, ou les Juifs ne seraient plus visés. Et même si c'était le cas, si injustement des étrangers, d'autres confessions ou d'autres nationalités étaient visés, eh bien la conscience de tous les citoyens juifs et non juifs serait de combattre cela avec détermination. Il nous reste 2 minutes, David Assouline. Il y a eu un court passage du président de la République hier sur la politique étrangère. Le pire, a dit le chef de l'État, il est interrogé sur la Syrie. Le pire, c'est la guerre civile. Est-ce que le pire, on n'y est pas déjà en Syrie ? La façon dont il a dit montrait qu'il s'interrogeait aussi sur le fait qu'on était à la dernière minute, on était au bout du bout et que peut-être c'était trop tard. On voit bien que ça, c'est que les analyses plus tard qui pourront dire à quel moment exact il y a eu la bascule. Mais en tous les cas, sans solution politique, et solution politique où ce dictateur assassin s'en aille, eh bien, le pire sera devant nous, avec des développements encore plus dramatiques aujourd'hui. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont très dramatiques aujourd'hui déjà. Donc, il a dit quelque chose aussi de fort, que dans ce domaine, la France était dans la continuité de l'équipe précédente et de ce qu'avait engagé comme politique Nicolas Sarkozy. Sur la question de la Syrie, il y a une continuité. La France est en pointe pour faire toutes les pressions, pas seulement sur la Syrie. Mais aujourd'hui, si la Chine et la Russie acceptaient une résolution du Conseil de sécurité, arrêtaient le blocage, bien entendu que tout de suite, la solution politique serait devant nous. Et donc, il y a ces deux grandes nations qui, ne peuvent pas continuer, pour des intérêts commerciaux ou d'influence, continuer à nier ce qui doit faire la base des relations mondiales, la démocratie, la liberté d'expression, les droits de l'homme. David Assouline, sénateur de Paris, secrétaire national à la communication et à la mobilisation, porte-parole du parti